Finalement, le mot but, si on l'a employé, c'est un mauvais mot. Il n'y a pas de but. Vous vous rendez compte spontanément que vous vivez dans une forme de restriction. Cette restriction a sa transposition mentalement, psychiquement et physiquement. Ce qui semble apparaître organiquement à ce moment-là, c'est d'explorer cette restriction. Donc l'exploration rituelle, technique, est uniquement une exploration fonctionnelle. Quand vous vous rendez compte de quelque chose d'inutile, ces choses-là s'arrêtent. Si vous vous rendez compte que pour aller dans tel endroit, vous faites un chemin inutile, vous ne prenez plus ce chemin. Dans un mouvement, vous vous rendez compte que le mouvement crée des compensations inutiles. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Mais la vie est une forme de fonctionnalité. Donc vous n'allez pas employer des énergies inutiles. Un peu comme un joueur de tennis, comme un danseur de tango ne va pas faire de mouvements inutiles. Donc physiquement, mentalement, on ne fait pas de mouvements inutiles. Ce qu'on pourrait appeler un mouvement inutile, c'est une compensation, c'est une tension. Donc le schéma corporel, c'est uniquement cette on va dire ce ramassis d'éléments inutiles. Un peu comme à une époque vous croyez au Père Noël, ensuite ça devient inutile de croire au Père Noël. Il n'y a pas d'effort à faire. Vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de Père Noël, il n'y a pas un effort pour plus croire au Père Noël. Quand vous vous rendez compte que vous levez un bras, c'est pas la peine de soulever une épaule, il n'y a plus de soulèvement de l'épaule. Ce n'est pas une décision, c'est une constatation. Donc quand la croyance devient inutile, elle s'élimine. On est la croyance, c'est une entité personnelle, devient inutile, ça s'élimine. La croyance au Père Noël, la croyance au bon Dieu, la croyance à l'amour, la croyance à ceci, à cela, au futur, au passé, tout ça s'élimine naturellement. Donc ce n'est pas un but, c'est une constatation. Donc on ne cherche pas à éliminer le schéma corporel, on cherche à l'explorer, et dans cette exploration, ce qui est inutile va tomber naturellement. Ce n'est pas une décision. Mais qu'est-ce qui nous pousse à explorer? Parce qu'il n'y a pas de but, il y a autre chose qui nous pousse alors à cet élan d'exploration qui n'est pas gratuit, c'est pas de la curiosité. Est-ce que c'est de la curiosité ou c'est autre chose? Finalement, il y a une seule dynamique dans la vie, c'est d'être heureux. Que vous achetiez une nouvelle femme, un nouveau bateau, que vous deveniez bouddhiste, que vous alliez faire le djihad en Syrie, ou que vous décidiez d'explorer le schéma corporel, tout ça est fait avec la même intention, être heureux. Donc voilà la motivation, il n'y en a qu'une. Alors on peut dire que cette motivation est plus ou moins claire, mais c'est toujours la même. Pour commencer par avoir des motivations culturelles, idéologiques. Petit à petit, la motivation devient plus interne, plus intime. Et on est comprendre votre mécanisme devient vraiment un appel intense. La vie est très courte, la vie c'est un instant. Et à un moment donné, j'ai cette dynamique dans cet instant, découvrir mon fonctionnement. Parce qu'il n'y a rien d'autre. Le reste est imaginaire. Tout ce que je peux savoir, tout ce que je peux accumuler, tout ce que je peux prétendre, est complètement imaginaire.
La seule chose qui est vraiment essentielle, c'est voir son fonctionnement. Parce que quand vous serez sur votre lit de mort, il n'y a que ça avec vous. Comment vous fonctionnez avec la peur, l'angoisse, la douleur, l'anticipation, la tension, la détente. Tout le reste sera envolé. Là, il y a une essentialité. Mais il n'y a pas besoin de motivation. C'est la maturation qui fait que, à un moment donné, vous passez comme questionnement essentiel, avec qui je vais pouvoir coucher ce soir? Qu'est-ce que je vais pouvoir acheter demain? Est-ce qu'il vaut mieux élever des chevaux de course? Est-ce qu'il vaut mieux aller m'installer au Galapagos? Ou est-ce qu'il y a cette attirance intrinsèque de ce fonctionnement interne? Ça ne peut pas se créer, celui qui ne l'a pas doit suivre sa dynamique. Il n'y a rien de faux dans la vie. Celui qui élève des chevaux de course doit le faire. Pourquoi? Parce qu'il le fait. Il n'y a pas de hiérarchie. C'est le psychisme humain qui crée des hiérarchies, il n'y en a pas. Mais on peut dire sur un certain plan, il y a une forme de maturation qui se fait. D'ailleurs, l'exploration de sa manière d'être n'empêche pas l'élevage de chevaux de course si c'est votre métier. Et ça empêche l'attente de quoi que ce soit de votre métier. Vous faites ce que vous avez à faire, chacun a des capacités. Mais à un moment donné, vous n'attendez plus rien de votre métier. Vous n'attendez plus rien de vos amours, vous n'attendez plus rien de votre vie affective, professionnelle, etc. Vous n'attendez plus rien du gouvernement. Vous n'attendez tout simplement plus rien de vous-même. Et quand vous n'attendez plus, il y a une intensité qui se fait. Parce que l'intensité, elle est maintenant, elle n'est pas demain. Celui qui attend l'intensité demain sera toujours déçu. Celui qui espère habiter là, celui qui espère réussir là, celui qui espère sera toujours déçu. Parce que ce qu'il veut profondément, c'est être tranquille. Et la tranquillité n'est pas dans l'action. Quoi que je fasse, je serai déçu si je le fais pour être tranquille. Donc la dynamique de l'exploration est sans cause, c'est la vie profonde. Mais il n'y a pas de motivation à la recherche. C'est ça qui fait la différence entre l'être humain et l'animal. Le chat est totalement heureux sous son coussin. Le tigre est heureux dans sa tanière. L'animal est heureux naturellement quand il n'est pas en train de chercher à manger. Il ne se pose pas la question. L'être humain se pose la question. Le fait de se poser une question, c'est un signe de maturation. Si l'être humain descendait du sage, comme le croient les pseudo-scientifiques modernes, ce ne serait pas possible. Mais l'être humain descend de l'être humain. Cette question est à l'origine de l'être humain. L'être humain se crée pour explorer cette question. Donc elle descend pourquoi? On se rapproche au sujet du désir. Puis j'ai quelques personnes qui m'ont dit, mais quand j'essaie d'expliquer, voilà, le désir, il peut engendrer la souffrance. Et puis ces personnes m'ont dit, mais c'est le désir, c'est ça qui nous maintient en vie. Donc, en fait, à quoi les désirs s'attachent pour avoir cette sensation d'être en vie? Il y a un seul désir. Que ce soit un amant, un mari, un chien, un corps, un futur, un passé, le changement de gouvernement ou l'absence de pollution,
ou de se donner à la méditation, c'est le même désir. C'est d'imaginer qu'une situation peut m'amener à la tranquillité. C'est pour ça, dans le tantrisme, on va dire, donnez-vous totalement au désir, mais sans mettre l'accent sur l'objet désiré. Le désir vient du pressentiment de la vérité. C'est la différence entre l'homme et l'animal. Mais par manque de clarté, on désire quelque chose. Je voudrais ceci, je voudrais changer, je voudrais être différent, je voudrais arriver, je voudrais quand même, je voudrais... Petit à petit, il y a un peu de maturation qui se fait, vous comprenez que ce que vous voulez, c'est être tranquille. Alors, quand vous aviez 2 ans, être tranquille, c'était embrasser votre poupée. Vous aviez la preuve que la tranquillité était dans la poupée, la preuve, on vous l'a enlevée, vous étiez malheureuse. On l'a donnée, vous étiez heureuse, donc vous aviez la preuve, la joie était dans la poupée. Puis à 5 ans, c'était votre voisin qui venait vous voir, vous étiez vraiment heureux quand il était là. Quand il partait, c'était difficile, on avait la preuve, etc., etc. Mais à un moment donné, vous vous rendez compte que ces preuves sont bidons. Ce qui vous a soi-disant rendu heureuse, vous n'a jamais rendu heureuse. C'est la projection que vous aviez dessus qui vous rendait heureuse. C'est pas la poupée en plastique qui rend heureuse la petite fille, c'est la projection qui est là-dessus. Si maintenant, quand vous êtes malheureuse, vous donne la même poupée en plastique, ça ne vous fait rien. Cette poupée n'a rien, n'a jamais rien eu. Mais à une époque, elle était couverte par votre projection. Votre mari, votre amant, votre chien n'ont jamais rien eu à vous donner. Quand vous avez été totalement satisfaite, c'est parce qu'il y avait cette projection. 3 mois après, 3 ans après, la même chose, vous rend totalement insatisfaite. Donc, quand vous vous rendez compte qu'il n'y a rien dans les situations, sauf notre projection, le désir va quitter son objectivation. Le désir va quitter sa direction vers quelque chose, parce que vous savez que ce n'est pas quelque chose que vous voulez, mais la tranquillité. Quand les énergies du désir vont plus vers l'objet du désir, ces énergies excentriques deviennent concentriques, vont se rassembler. C'est ce qu'on appelle en Orient l'orientation. Il n'y a plus le monde imaginaire si je couche avec le voisin, si j'achète telle voiture, si je fais tel voyage, si je me mets à faire du yoga, si je change ma manière de manger. Je vais arriver enfin à ce que je cherche. Je me rends compte que je cherche est derrière moi, c'est un pressentiment. Et tant que je le cherche dans une situation objective, dans une situation tout court, je serai toujours insatisfait, parce que ce n'est pas vrai que c'est ça que je veux. Donc quand ces énergies deviennent concentriques, elles arrivent à une forme d'apaisement. Et dans cet apaisement, éventuellement, elles vont se déployer dans la clarté, dans l'état de veille et dans l'état de rêve. Ça, finalement, c'est ça ce qu'on pourrait appeler, si tant est que c'est un sens, la démarche spirituelle. C'est ce passage de l'énergie excentrique à l'énergie concentrique. Mais ce n'est pas fait de manière, par concentration, comme dans les disciplines qui essaient de supprimer le désir. Non, supprimer rien du tout. Couchez avec qui vous voulez, vous achetez ce que vous voulez ce que vous voulez, vous votez pour qui vous voulez. Ce n'est pas important ce qu'on fait dans la vie. Ce qui est important, c'est l'espace, la disponibilité de voir notre fonctionnement. Et petit à petit, vous continuez à faire ce que vous faites, mais il n'y a plus l'espérance, il n'y a plus l'imaginaire. Vous n'attendez rien de ce que vous faites. Et quand vous n'attendez rien, il y a une intensité qui va venir, qui est plus liée à la stimulation soi-disant de la situation, mais qui est liée au fait justement de ne plus rien projeter sur la situation. Là, il y a une vraie intensité, qui est l'intensité du désir même, alors qu'avant, il y avait l'intensité de la projection. Et vous allez voir que la projection que vous avez, si je me dis si je couche avec cet homme, ou avec cette femme, ou avec ce chien, ou si je fais tel ou tel voyage, c'est vraiment ça qui va me rendre heureux. Vous allez voir combien cette projection est mièvre par rapport au ressenti à l'énergie du désir même. Plus le désir vers quelque chose, le désir par quelque chose. C'est tout à fait un autre niveau énergétique. C'est ce niveau qui va se déployer finalement dans la recherche. C'est ce niveau qui va amener une forme de rectification de votre fonctionnement. Vous n'allez plus tomber amoureux, vous n'allez plus avoir de déception amoureuse.
Vous n'avez plus d'espoir pour telle ou telle chose, plus d'exaltation pour telle ou telle chose. Tout ça est remplacé par l'intensité. Vous n'avez pas besoin que votre pays gagne ou perde une guerre, que votre équipe de football gagne ou perde un match pour sentir l'intensité. Vous n'avez pas besoin de coucher au nom avec le voisin pour sentir l'intensité. Vous n'avez pas besoin qu'on vous aime, qu'on vous respecte, qu'on vous écoute pour sentir l'intensité. Donc l'énergie devient concentrique. Le désir n'est pas le problème. Mais je dois voir que le désir vers quelque chose est une forme d'imaginaire. Et tant qu'il est là, c'est éminemment respectable. Je me rappelle, il y a très longtemps, dans un entretien public, qui a eu lieu ici, très rare, une élève de Jean Klein qui était mue par une dynamique de devenir célèbre, d'être reconnue comme peu importe quoi. Et cette femme parlait finalement en disant « mais j'ai cette dynamique en moi, ce désir de... » Il est devenu très célèbre dans son domaine. Et Jean lui avait répondu « mais peut-être pour vous, il faut passer par là. Vous avez peut-être encore le besoin d'arriver à cette notoriété, ce succès. Donc il n'y a jamais à s'empêcher de quoi que ce soit. Celui qui a besoin d'être aimé, celui qui a besoin d'aimer, celui qui a besoin de réussir, doit suivre son chemin. Mais petit à petit, il y a une réorchestration qui va se faire. Donc il ne s'agit pas de s'empêcher de quoi que ce soit. Il s'agit de voir affectueusement, intensément son mécanisme. Sans commentaire. Je n'ai pas besoin de commenter ma vie. Je n'ai pas besoin de donner des bons points, des mauvais points. Je n'ai pas besoin de me complimenter ou me critiquer. J'ai besoin de constater mon fonctionnement. C'est dans cette constatation qu'il y a une intégration qui va se faire. La recherche de spiritualité, alors c'est aussi une illusion quelque part, donc. Si c'est une recherche pour quelque chose, bien sûr. Si c'est une recherche par quelque chose, non, c'est la vie même. Si vous espérez, par cette recherche, solutionner tous vos problèmes, c'est une illusion. Mais si vous vous rendez compte que tous les problèmes viennent d'une dynamique personnelle, d'une dynamique qui manque de clarté, et qu'à ce moment-là, vous deveniez intime avec votre mécanisme et votre fonctionnement, alors à ce moment-là, c'est différent. Mais à ce moment-là, le mot spiritualité n'a plus vraiment sa place, parce qu'effectivement, généralement, la recherche spirituelle est une projection comme autre chose. Dès qu'il y a un futur, c'est une projection. La recherche est sans futur. Et le futur, c'est une forme d'arrogance et de croire comme si on avait le temps. Vous ne savez pas, et moi non plus, si vous êtes encore vivant dans une demi-heure. Alors, il n'y a pas de temps pour un futur. La vie, elle est maintenant, elle n'est pas demain. Elle n'est pas dans un quart d'heure, elle n'est pas dans une minute. Elle n'est que dans l'instant. Le reste est totalement imaginaire. Ce que vous avez fait tout à l'heure, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est fini, c'est mort, ça n'existe plus. C'est l'ego, c'est la personne qui a besoin d'avoir un passé, un futur, pour se sécuriser. Il y a des gens qui ont besoin de se raconter leurs histoires, le bon vieux temps, ils étaient comme ça, ils ont fait ça, ils ont réussi ça, ils ont raté ça. Et à un moment donné, on ne se raconte plus. Rien devant, rien derrière. Là, il y a intensité. Là, il n'y a plus de recherche spirituelle, il y a cette intensité. Dans le sens de l'approche tantrique, on dit c'est la vraie démarche spirituelle. Se donner à l'intensité d'instant en instant. Mais si par démarche spirituelle, on entend l'imaginaire d'arriver à un état extatique, un état de délire, comme on fait souvent, bien sûr c'est un imaginaire.
L'ego ne peut pas être non égotique. Celui qui veut arriver est le seul obstacle à arriver. La démarche spirituelle, dans ce sens-là, c'est un ajournement. C'est une autre compensation. Il y en a qui cherchent en Dieu, qui ont cherché avant dans l'amour, dans le sexe, dans l'argent, dans la course automobile. C'est pas mieux. Quand c'est là, il faut l'accepter. Et à un moment donné, on n'a plus besoin de ces imaginaires. Et donc cette intensité, ce travail se cultive par l'observation. Ça ne se cultive pas. Vous êtes condamné à cette intensité. Vous êtes condamné à vous rendre compte que les hommes, les femmes, les chiens, les bateaux, les voitures, les maisons ne sont pas ce que vous cherchez vraiment. Vous êtes condamné à vous rendre compte que le bouddhisme, que l'hindouisme, que l'islam, que le christianisme, ça ne vaut rien. Vous êtes condamné à vous rendre compte que tout imaginaire vient uniquement de votre fond névrotique, c'est une projection pathologique, et ce qui sort d'une pathologie ramène une pathologie. Ce qui vient du manque ramène au manque. Alors qu'est-ce que c'est? La seule chose qui ne vient pas du manque. C'est un pressentiment. Vous avez en vous cette dynamique, ne vous soyez pas ici. Vous posez la question. Vous pourriez être en train de séduire un voisin, vous pourriez être en train de faire des placements financiers, vous pourriez être en train de vous acheter ceci ou cela. Et qu'est-ce que vous faites? Vous venez finalement dans une réunion où on vous dit il n'y a rien à faire, il n'y a rien à attendre. Si on fait un plan, c'est le signe, il y a une forme de résonance. Vous n'avez pas décidé de venir ici. Ça s'est imposé tout seul. Vous n'avez pas dit qu'est-ce qui est mieux ce soir, d'aller voir telle personne, d'aller au cinéma, d'aller en boîte de nuit, d'aller à l'entretien, d'aller faire du tennis, de regarder la télévision. Ça s'est fait malgré vous. Et même si vous avez cru décider, vous n'avez pas décidé. Parce que ça c'est apparu comme ça. Donc ce qui vous a amené ici va continuer à se déployer en vous. Sous de multiples formes. Ça ne veut pas dire qu'il faut revenir. Mais ça veut dire que l'écoute, ça veut dire que le questionnement est là. Et vous n'avez rien fait pour le créer. Ça va se développer naturellement. Et au plus vous vous donnez à cette écoute, au plus vous constatez votre mécanisme, au plus vous voyez la jalousie, l'intention, la réaction, le jugement, la critique, comment vous essayez de vous vendre, comment vous essayez de vous prétendre, comment, sans commentaire, au plus cette intensité se développe naturellement. Et au plus la dynamique d'aller chercher ce que vous cherchez quelque part va se réduire. Ça n'empêche pas l'action. Mais l'action, on se fait sans dynamique. Un homme d'affaires fait des affaires, un médecin soigne, un boulanger fait du pain. Il n'y a pas besoin de motivation pour ça. Chacun doit accomplir selon ses capacités. Mais il n'y a rien à attendre de ça. Donc c'est très différent si vous explorez la vie en laissant se déployer vos capacités fonctionnelles, ou si vous espérez que l'utilisation de vos capacités va vous amener quoi que ce soit, parce que là c'est un imaginaire. Donc effectivement c'est une constatation, mais ce n'est pas une constatation que vous pouvez intensifier. Vous ne pouvez pas vous dire ce soir je vais être sensible à mon fonctionnement. Ça se fait sur le vif. C'est la prochaine fois que vous prétendez, la prochaine fois que vous essayez, la prochaine fois que vous vous défendez, vous allez dans l'instant vous rendre compte du mécanisme. Il n'y a rien à changer. Vous ne pouvez pas changer. Et vous pouvez voir votre mécanisme. Et il y a une forme de joie, il y a une forme d'affection qui va se faire envers vous-même. Quand vous commencez à voir combien c'est important de voir votre fonctionnement sans commentaire. On ne vous demande pas de vous donner des bons points ou des mauvais points. Il n'y a rien à critiquer dans votre fonctionnement. Il n'y a rien à approuver non plus. La vie est ce qu'elle est. C'est l'ego, c'est le savoir qui prétend savoir ce qui est juste, ce qui est faux. Votre corps, votre psychisme, votre manière de vivre est exactement ce qu'elle doit être, ce
qu'elle peut être. Il n'y a aucun autre choix. Il n'y a jamais à critiquer quoi que ce soit dans la vie. Il y a à devenir disponible. Votre fonctionnement corporel, tactile, olfactif, gustatif, affectif, etc. Vous allez devenir passionné par votre fonctionnement. Et étrangement, au plus vous devenez attentif à votre fonctionnement, au plus vous allez devenir disponible au fonctionnement de l'environnement, parce qu'il n'y a pas de différence. Soi-même et les autres, c'est la même chose. C'est l'ego qui crée des différences, des barrières. Il n'y a pas vous et les autres. Au plus vous allez vous écouter, au plus naturellement vous allez écouter ce qu'on appelle les autres. Mais au plus vous êtes dans votre propre imaginaire, au plus vous projetez la réussite dans telle ou telle situation, au plus vous allez vous couvrir le monde de cette projection et vous écoutez ni vous-même ni les autres. Donc la seule action civique, c'est pas de voter, c'est d'écouter. Ça, c'est le seul civisme. Si vous écoutez vous-même, vous allez écouter votre environnement, votre corps, votre famille, vos voisins, la société. Tout ça apparaît dans votre écoute. Il n'y a rien à juger. Il y a une fonctionnalité qui va se faire. L'absence de jugement n'empêche pas l'action. Qu'une voiture arrive sur vous un peu trop vite, faire un pas en arrière ou en avant, fait partie de la vie. Mais ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une méchante voiture, ce n'est pas une mauvaise voiture, ce n'est pas une voiture qui va trop vite, c'est une voiture qui va exactement comme elle doit aller. La preuve, elle va comme ça. Vous faites exactement vous aussi ce que vous devez faire, d'avancer ou de reculer. Donc l'action fait partie du non-jugement. Mais ce n'est plus une action psychologique, une action fonctionnelle. La recherche de spiritualité, alors c'est aussi une illusion quelque part, donc. Si c'est une recherche pour quelque chose, bien sûr. Si c'est une recherche par quelque chose, non, c'est la vie même. Si vous espérez, par cette recherche, solutionner tous vos problèmes, c'est une illusion. Mais si vous vous rendez compte que tous vos problèmes viennent d'une dynamique personnelle, d'une dynamique qui manque de clarté, et qu'à ce moment-là vous deveniez intime avec votre mécanisme et votre fonctionnement, alors à ce moment-là, c'est différent. Bien sûr, le mot spiritualité n'a plus vraiment sa place, parce qu'effectivement, généralement, la recherche spirituelle est une projection comme autre chose. Dès qu'il y a un futur, c'est une projection. La recherche est sans futur. Et le futur, c'est une forme d'arrogance et de croire comme si on avait le temps. Vous ne savez pas, et moi non plus, si vous êtes encore vivant dans une demi-heure. Alors, il n'y a pas de temps pour un futur. La vie, elle est maintenant, elle n'est pas demain. Elle n'est pas dans un quart d'heure, elle n'est pas dans une minute. Elle n'est que dans l'instant. Le reste est totalement imaginaire. Ce que vous avez fait tout à l'heure, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est fini, c'est mort, ça n'existe plus. C'est l'ego, c'est la personne qui a besoin d'avoir un passé, un futur, pour se sécuriser. Il y a des gens qui ont besoin de se raconter leurs histoires, le bon vieux temps, ils étaient comme ça, ils ont fait ça, ils ont réussi ça, ils ont raté ça. Et à un moment donné, on ne se raconte plus. Rien devant, rien derrière. Là, il y a intensité. Là, il n'y a plus de recherche spirituelle. Il y a cette intensité. Dans le sens de l'approche tantrique, on dit c'est la vraie démarche spirituelle. Se donner à l'intensité d'instant en instant. Mais si par démarche spirituelle, on entend l'imaginaire d'arriver à un état extatique, un état de délire, comme on fait souvent, bien sûr, c'est un imaginaire. L'ego ne peut pas être non égotique.
Celui qui veut arriver est le seul obstacle à arriver. La démarche spirituelle, dans ce sens-là, c'est un ajournement. C'est une autre compensation. Il y en a qui cherchent en Dieu, qui ont cherché avant dans l'amour, dans le sexe, dans l'argent, dans la course automobile. C'est pas mieux. Quand c'est là, il faut l'accepter. Et à un moment donné, on n'a plus besoin de se l'imaginer. Et donc cette intensité se travaille, se cultive par l'observation. Ça ne se cultive pas. Vous êtes condamné à cette intensité. Vous êtes condamné à vous rendre compte que les hommes, les femmes, les chiens, les bateaux, les voitures, les maisons ne sont pas ce que vous cherchez vraiment. Vous êtes condamné à vous rendre compte que le bouddhisme, que l'hindouisme, que l'islam, que le christianisme, ça ne vaut rien. Vous êtes condamné à vous rendre compte que tout imaginaire vient uniquement de votre fond névrotique, c'est une projection pathologique, et ce qui sort d'une pathologie ramène une pathologie. Ce qui vient du manque ramène au manque. Alors qu'est-ce que c'est? La seule chose qui ne vient pas du manque. C'est un pressentiment. Vous avez en vous cette dynamique, que vous ne soyez pas ici. Vous posez la question. Vous pouvez être en train de séduire un voisin, vous pouvez être en train de faire des placements financiers, vous pouvez être en train de vous acheter ceci ou cela. Et qu'est-ce que vous faites? Vous venez finalement dans une réunion où on vous dit il n'y a rien à faire, il n'y a rien à attendre. Si on fait un plan, c'est le signe, il y a une forme de résonance. Vous n'avez pas décidé de venir ici. Ça s'est imposé tout seul. Vous n'avez pas dit qu'est-ce qui est mieux ce soir, d'aller voir telle personne, d'aller au cinéma, d'aller en boîte de nuit, d'aller à l'entretien, d'aller faire du tennis, de regarder la télévision. Ça s'est fait, on peut dire, malgré vous. Et même si vous avez cru décider, vous n'avez pas décidé. Ça, c'est apparu comme ça. Donc, ce qui vous a amené ici va continuer à se déployer en vous, pour de multiples formes. Ça ne veut pas dire qu'il faut revenir. Mais ça veut dire que l'écoute, ça veut dire que le questionnement est là, et vous n'avez rien fait pour le créer, ça va se développer naturellement. Et au plus vous vous donnez à cette écoute, au plus vous constatez votre mécanisme, au plus vous voyez la jalousie, l'intention, la réaction, le jugement, la critique, comment vous essayez de vous vendre, comment vous essayez de vous prétendre, comment, sans commentaire, au plus cette intensité se développe naturellement. Et au plus la dynamique d'aller chercher ce que vous cherchez quelque part va se réduire. Ça n'empêche pas l'action. Mais l'action, se fait sans dynamique. Un homme d'affaires fait des affaires, un médecin soigne, un boulanger fait du pain. Il n'y a pas besoin de motivation pour ça. Chacun doit accomplir selon ses capacités. Mais il n'y a rien à attendre de ça. Donc c'est très différent si vous explorez la vie en laissant se déployer vos capacités fonctionnelles, ou si vous espérez que l'utilisation de vos capacités va vous amener quoi que ce soit. Parce que là, c'est un imaginaire. Donc effectivement, c'est une constatation. Mais ce n'est pas une constatation que vous pouvez intensifier. Vous ne pouvez pas vous dire ce soir, je vais être sensible à mon fonctionnement. Ça se fait sur le vif. C'est la prochaine fois que vous prétendez, la prochaine fois que vous essayez, la prochaine fois que vous défendez, vous allez dans l'instant vous rendre compte du mécanisme. Il n'y a rien à changer. Vous ne pouvez pas changer. Et vous pouvez voir votre mécanisme. Et il y a une forme de joie, il y a une forme d'affection qui va se faire envers vous-même. Quand vous commencez à voir combien c'est important de voir votre fonctionnement sans commentaire. On ne vous demande pas de vous donner des bons points ou des mauvais points. Il n'y a rien à critiquer dans votre fonctionnement. Il n'y a rien à approuver non plus. La vie est ce qu'elle est. C'est l'ego, c'est le savoir qui prétend savoir ce qui est juste, ce qui est faux. Votre corps, votre psychisme, votre manière de vivre est exactement ce qu'elle doit être, ce qu'elle peut être. Il n'y a aucun autre choix. Il n'y a jamais à critiquer quoi que ce soit dans la vie.
et à devenir disponible. Votre fonctionnement corporel, tactile, olfactif, gustatif, affectif, etc. Vous allez devenir passionné par votre fonctionnement. Et étrangement, au plus vous devenez attentif à votre fonctionnement, au plus vous allez devenir disponible au fonctionnement de l'environnement, parce qu'il n'y a pas de différence. Soi-même et les autres, c'est la même chose. C'est l'ego qui crée des différences, des barrières. Il n'y a pas vous et les autres. Au plus vous allez vous écouter, au plus naturellement vous allez écouter ce qu'on appelle les autres. Mais au plus vous êtes dans votre propre imaginaire, au plus vous projetez la réussite dans telle ou telle situation, au plus vous allez couvrir le monde de cette projection et vous écoutez ni vous-même, ni les autres. Donc la seule action civique, c'est pas de voter, c'est d'écouter. Ça, c'est le seul civisme. Si vous écoutez vous-même, vous allez écouter votre environnement, votre corps, votre famille, vos voisins, la société. Tout ça apparaît dans votre écoute. Il n'y a rien à juger. Il y a une fonctionnalité qui va se faire. L'absence de jugement n'empêche pas l'action. Qu'une voiture arrive sur vous un peu trop vite, faire un pas en arrière ou en avant, fait partie de la vie. Mais ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une méchante voiture, ce n'est pas une mauvaise voiture, ce n'est pas une voiture qui va trop vite, c'est une voiture qui va exactement comme elle doit aller. La preuve, elle va comme ça. Vous faites exactement vous aussi ce que vous devez faire, d'avancer ou de reculer. Donc l'action fait partie du non-jugement. Mais ce n'est plus une action psychologique, une action fonctionnelle. Dans quelle mesure, dans ce type de yoga, on n'a pas à se préoccuper de sa santé? C'est deux mondes différents. La santé appartient à la médecine. L'approche qu'on propose ici est une approche qui vise à vous rendre compte de l'inutilité de la vie conflictuelle. Voilà, il y a d'autres approches du yoga qui visent la santé. Uniquement, c'est pas la même chose. Vous ne pouvez pas comparer le karaté de compétition et l'art de combat de rue. Le karaté de compétition est fait pour des formes esthétiques, le combat de rue est fait pour une efficacité, il n'y a pas de lien. Donc chaque art a sa qualité et sa limite. Ce qu'on fait ici n'est pas supposé stimuler quoi que ce soit au niveau de la santé. Et d'ailleurs, la santé par le yoga, c'est uniquement une denrée commerciale. C'est un imaginaire. Mais il y a un autre yoga qui vise cet imaginaire, il est éminemment respectable. Dans cet imaginaire-là, bien sûr, quand vous dressez un bras, vous inspirez, quand vous penchez en avant, vous expirez. C'est pas très différent de la gymnastique, c'est la même origine d'ailleurs. Mais ça c'est autre chose. C'est pas notre démarche ici. C'est pas faux, c'est une autre. La santé, c'est une autre résonance. Si on voulait s'occuper de la santé, on parlerait beaucoup d'alimentation. Ici, on ne parle jamais d'alimentation. Ça prouve bien que la santé nous est quand même indifférente. Les gens ici mangent des tas de choses absurdes au niveau santé. Donc, ils sont comme indifférents à la santé. Il y en a qui mangent du fromage, il y en a qui mangent des légumes cuits, il y en a qui salent la nourriture, il y en a qui mangent du pain blanc. Ça pour la totale indifférence des gens qui viennent ici pour la santé. Ici, la santé, ça ne nous intéresse pas. Ça peut avoir un intérêt en soi, mais on ne peut pas tout faire. Dans le même exercice de yoga vu de l'extérieur peut censé viser certains éléments de santé,
où viser cette disponibilité. Ça ressemble de l'extérieur, mais c'est très différent de l'intérieur. Et ce n'est pas une critique du yoga de santé, ça existe, c'est éminemment justifié, mais c'est une autre discipline que ce qui est proposé ici. Vous avez parlé un petit peu du jugement, de la critique. D'où ça vient, cette envie de juger, de ne pas être tolérant à la critique vers soi-même? Finalement, c'est une forme de sécurisation. La personne a besoin d'être juste, de tout ce qui est différent et faux. On critique uniquement pour se prouver son existence, finalement. C'est pour ça que ce qui est différent est très difficile. Quelqu'un qui mange d'une certaine manière est déstabilisé par celui qui mange autrement. Il y en a qui sont déstabilisés par une autre religion, par une autre morphologie, par un autre style de vie. Chacun, bien sûr, selon ses caractéristiques. Et c'est une forme de peur, finalement. Les gens riches sont déstabilisés par les gens pauvres. Pourquoi? Parce que ça met en question même leur fondement. Si quelqu'un est pauvre, ça veut dire qu'on peut être pauvre, finalement. Pour le riche, c'est difficile. Donc, le jugement vient toujours d'une forme de peur. Mais il ne s'agit pas de ne pas juger. Il s'agit de devenir intime avec le jugement. Le jugement n'est pas problématique. Au contraire, le jugement va m'aider à voir mon fonctionnement. Donc n'hésitez pas de juger. Et vous allez voir que tout ce qui vous est difficile, tout ce que vous jugez, c'est toujours des choses que vous partagez. Donc il faut profiter du jugement. Quand je supporte pas quelque chose, c'est toujours quelque chose que j'ai en commun. Sinon, je me serais relativement indifférent. Donc, quand on a une situation, quelque chose mais violemment antagoniste, ça m'aide à me rendre compte
de mes propres convictions. Je suis toujours comme celui que je déteste. C'est pour ça d'ailleurs que je le déteste. Bien sûr, il y a une transposition qui se fait. C'est avec d'autres modalités, avec d'autres formes, mais essentiellement c'est toujours comme ça. Donc quand quelque chose me semble détestable, je dois me regarder. T'as vu, je partage jusqu'à un certain point la même dynamique. Qu'est-ce qui me semble détestable? Dans le jugement, mais d'avoir finalement mes convictions cachées. Les gens violents détestent toujours la violence. Les gens agités détestent toujours l'agitation. Les gens bruyants détestent toujours le bruit. Celui qui n'est pas bruyant, aucun bruit ne le dérange. Si le bruit du téléphone me dérange, je suis bruyant intérieurement. Sinon, le bruit du téléphone, c'est le bruit du téléphone. Ça s'arrête là. Si je ne suis pas violent intérieurement, la violence ne me dérange pas, parce qu'il n'y a pas de violence. Autre que ce qui est dans l'instant. Mais ceux qui s'imaginent être non-violents, est révolté par la violence. Parce qu'il ne voit pas sa propre violence. Il ne voit pas tous les animaux qui l'écrasent toute la journée. Il ne se rend pas compte. Il ne supporte pas les chasseurs, il ne supporte pas les pêcheurs, il ne supporte pas. Il ne se rend pas compte de ce qu'il fait lui-même. S'il se rendait compte, il ne peut plus avoir de jugement. Dans le jugement, mais d'avoir mon fonctionnement. Les gens malhonnêtes ne supportent pas la malhonnêteté. Les gens qui se sentent sales ne supportent pas la saleté. Donc, le jugement m'aide à mieux me regarder. Et à un moment donné, vous verrez, il n'y a plus de jugement. Quand vous n'avez plus d'imaginer sur vous-même, quand il n'y a plus rien que vous aimez en vous, ni que vous détestez en vous, parce qu'il n'y a pas de vous, vous êtes exactement comme vous êtes, dans cette totale acceptation, le monde est accepté, l'environnement est accepté pour ce qu'il est, parce que vous n'avez aucune liberté d'être comme vous êtes et l'environnement non plus. Donc là, il y a une disponibilité qui va se faire jour. Et tant que le jugement apparaît, profitez-en pour voir vos préjugés. Sur tous les plans.
Si vous êtes mort vous-même, bien sûr. Et sinon, vous allez voir que ce que vous projetez dessus. Vous allez voir que votre apparence, que votre a priori idéologique, si vous êtes chrétien, si vous êtes bouddhiste, si vous allez voir votre imaginaire. Pour accompagner quelqu'un, il faut être libre de soi-même. Mais on ne décide pas. Si la vie fait, vous êtes avec un voisin qui meurt, bien sûr, il faut l'accompagner. Mais voyez, quand vous rentrez dans la pensée, voyez quand vous rentrez dans le commentaire, il y a des moments où vous êtes vraiment présent. Quand vous êtes présent, vous ne savez rien, vous ne sentez rien. Il y a uniquement présence, vibration. Et ensuite, de nouveau intervient le commentaire, l'espoir, le jugement. Donc, essayez pas d'être avec l'autre. Soyez avec vous-même. Votre corps. Essayez pas de sentir le corps de l'autre. Sentez votre propre corps. Essayez pas de sentir les émotions de l'autre, sentez vos propres émotions. Essayez pas de sentir ce qui se passe chez l'autre, sentez ce qui se passe chez vous. Dans cette écoute de vous-même, il va y avoir, jusqu'à un certain point, une écoute de l'autre. Mais si vous voulez écouter l'autre, sans vous écouter vous-même, si vous voulez sentir l'autre sans vous sentir vous-même, vous êtes complètement dans un imaginaire. Comme les chrétiens, comme les bouddhistes, comme les gens qui veulent accompagner les mourants, qui sont totalement dans la vie conceptuelle. C'est sympathique et il n'y a aucune critique là-dedans, mais c'est vraiment inutile. La seule chose qui peut aider un mourant, c'est l'absence d'imaginaire autour de lui. Il faudrait éliminer les gens tristes, les gens affectés. Ces gens-là empoisonnent le mourant. Il doit déjà s'occuper de sa propre affectivité, sans plus savoir gérer l'affectivité de l'environnement. Dans la mort, c'est un moment de joie. Il n'y a que les gens joyeux qui devraient être présents. Ceux qui regrettent, ceux qui sont tristes, doivent aller voir un psychologue. Comment se positionner si le mourant il est dans un état de déni, par exemple un malade terminal, mais qui est dans le déni de sa fin proche? Est-ce qu'on respecte ce déni ou bien on peut se permettre gentiment de provoquer l'ego qui résiste? Vous devez toujours respecter l'environnement. Les chrétiens doivent croire en Dieu. Celui qui croit avoir un futur doit y croire, il en a besoin. Vous n'êtes pas là pour mettre en question le chrétien, ni celui qui pense qu'il ne va pas mourir alors qu'il va mourir. Respectez l'environnement. Vous n'êtes pas obligé de croire au vieux barbu avec le chrétien. Vous n'êtes pas obligé de croire au futur de celui qui meurt avec celui qui meurt. Restez dans votre écoute sans savoir. Mais vous n'êtes pas là pour mettre en question. Il n'y a pas de règle. Si spontanément ça vient, pourquoi pas. Mais pourquoi mettre en question quoi que ce soit? Celui qui a une conviction en a besoin. Il y a des gens qui croient à la démocratie. Ils en ont besoin. Il y en a qui croient à l'écologie, il y en a qui croient à la paix future, il y en a qui croient à l'amour, qui croient
la santé. Il y en a qui croient qu'en faisant du yoga, ils seront toujours en bonne santé. C'est respectable. Vous n'allez pas mettre en question. Ceux qui ont cet imaginaire en ont besoin. Les gens jeunes s'imaginent, s'ils font des exercices, ils vont toujours être en bonne santé. Tous les vieillards gravataires ont pensé ça à un moment donné. Et quand vous voyez un jeune qui fait du sport, vous n'allez pas lui dire ça. Vous n'allez pas lui dire, mais à 85 ans, tu vas trembler comme les autres, tu auras des couches aussi. Laissez-le s'entraîner, laissez-le croire qu'il va, à cause du yoga, toujours rester jeune, etc. Pourquoi il a besoin de cette croyance, sinon il n'aurait plus. On est toujours respecté de la croyance de l'environnement. Et celui qui refuse de voir qu'il va mourir n'est pas capable de le voir. Il faut complètement le respecter. Celui qui est prêt à voir sa mort, il est au courant. Il n'a pas besoin de lui dire. Il faut respecter complètement l'environnement, chez les vivants, chez les mourants. C'est important. Mais ça ne veut pas dire de partager la croyance. Ce n'est pas parce que vous partagez un plateau de riz avec un musulman, c'est pas parce que vous partagez un repas avec un hindou, c'est pas parce que vous partagez un repas avec un démocrate qu'il faut vous approprier leur bêtisier intellectuel. Mais vous le respectez, ils en ont besoin. Sinon il serait à l'hôpital psychiatrique s'ils n'avaient pas leur croyance. La croyance que j'ai, j'en ai besoin. C'est celle qui m'évite l'hôpital psychiatrique. C'est pour ça que je suis si attaché d'ailleurs. Donc je respecte la croyance de l'environnement sans m'approprier. Dans cette écoute sans commentaire et intensité. Si l'environnement, mourant ou non, est capable de raisonner à cette intensité, ça se fera tout seul. Mais ce n'est pas à vous de le faire. Il faut donner une chance à l'environnement de quitter ses croyances, que vous ne devez jamais les mettre en question. Pour moi, tout ce genre de formations, de stages, des ateliers, c'est une sorte... c'est comme je suis en recherche des connaissances. Et le but de ce recherche, c'est toujours le but, je ne sais pas, c'est un mot parasite, je pense, c'est de cette envie de pouvoir de transmettre ça, ces connaissances. Donc comment, par quels moyens intégrer ces connaissances pour pouvoir transmettre. Il n'y a pas de moyen d'être mûr. Il n'y a rien à faire pour être mûr. Pour ne pas décider ce soir d'être plus mûr que tout à l'heure. Pour ne pas décider d'être sans réaction, sans imaginaire, sans attente. Au plus votre maturation se déploie, au plus vous allez vivre dans l'intensité, sans croyance, sans imaginaire, sans attente. Au plus naturellement, selon vos capacités, cette évidence va s'étaler autour de vous.
Vous n'êtes pas une boîte fermée. Quand vous êtes triste, les poissons rouges sont au courant, quand vous êtes tranquille aussi. Il n'y a rien à faire pour rendre les poissons rouges tranquilles. C'est à vous d'être tranquille. Cette tranquillité n'est pas fermée dans votre corps. Donc au plus vous libérez l'imaginaire, au plus vous allez stimuler cette même ouverture dans votre environnement. Il n'y a pas de technique pour transmettre. Il n'y a pas de technique pour apprendre non plus. La seule technique, c'est d'être disponible. Et ça, vous ne pouvez pas le faire volontairement. Vous pouvez pas vous dire, voilà, ce soir, en sortant d'un entretien, je vais être disponible. Ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas vous dire, ce soir, je vais faire attention, je ne vais pas tomber amoureuse. Vous ne pouvez pas vous dire, ce soir, je vais faire attention, je ne vais pas réagir. Vous ne pouvez pas dire, ce soir, je ne vais pas... Vous ne pouvez rien dire du tout. Alors, qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste maintenant. Totalement présent maintenant. Et dans cette présence maintenant, qu'éventuellement le soi va également s'intégrer dans la présence. Et ça, c'est pas personnel. Quand on est dans cet espace d'intensité, l'environnement le sent. Quand on est dans un espace de dépression, d'imaginer l'environnement le sent aussi. Quand on est quelqu'un de déprimé, vous n'avez pas qu'on fasse un dessin, vous le sentez. Voilà, vous sentez la dépression, vous sentez la tranquillité, l'environnement aussi. Donc quand vous prenez pour vous-même, vous êtes dans l'agitation, dans l'anxiété, dans l'espoir, dans le regret, l'environnement le sent aussi. Transmettez ça aussi. Quand vous êtes dans un moment sans intention, sans futur, sans passé, de pure intensité, de vie sans pensée, l'environnement le sent aussi. L'environnement n'est pas à l'extérieur de vous. L'environnement, c'est vous-même. Donc la transmission se fait par mimétisme, totalement organiquement. Quand vous êtes heureuse, le bonheur se transmet. Il n'y a pas de technique. Quand vous êtes dépressif, la dépression se transmet. De la même manière. Vous pourrez parler du lien affectif à l'alimentation. Dans mon cas, je sens que c'est un espace très complexe et c'est de la peine à l'aborder. Je sens que les schémas sont toujours les mêmes et très ancrés. Et qu'il y a peu de distance en fait. Vous pouvez uniquement devenir disponible à votre fonctionnement. Donc essayez pas de manger correctement, essayez pas d'avoir une alimentation saine, c'est complètement conceptuel. Voyez comment vous fonctionnez. Par la nature de la vie, du fait que vous avez une forme de résonance avec ces choses, petit à petit les aliments inappropriés vont être moins stimulants. Si les aliments plus fonctionnels, moins trafiqués, vont devenir plus stimulants pour vous. Un peu comme naturellement la musique traditionnelle, où petit à petit vous stimulez plus que la musique moderne qui vise à stimuler l'affectivité, etc. Et ça se fait naturellement. Une des clés de l'alimentation, c'est la mastication. Il faudrait vraiment mettre énormément l'accent dessus. Ce qui demande une vie particulière. C'est très difficile de bavarder, de mâcher à la fois. Quand vous êtes avec des gens mondains, ils s'obstinent à parler, ils sont à table,
Vous êtes obligé d'avaler pour répondre, pour participer. Mais si vous avez la sagesse des fois de manger seul, il faut en profiter. Ou de manger avec des gens qui ont une forme d'intelligence aussi. Quand on mangeait avec Jean Klein, souvent on mangeait en silence. Pas toujours, mais en petits groupes très souvent. Il y a une forme d'intimité avec la mastication. C'est uniquement là que vous allez découvrir petit à petit le fonctionnement. Il ne faut pas en faire un problème. L'alimentation est comme la sexualité, comme la politique, comme l'argent. C'est des sujets, il ne faudrait pas vouloir les établir de l'extérieur. Sinon, ça crée des pathologies. Mais on peut se rendre compte comment on fonctionne de plus en plus. Simplement, soyez intéressés. Quand vous regardez l'aliment, quand vous l'achetez, quand vous le préparez, quand vous le nettoyez, soyez très sensible aux colorations, aux formes. Et goûter l'aliment, le goût est très important. Le goût, il n'y a pas un goût dans l'aliment. Plus vous mastiquez l'aliment, plus le goût va se transformer. Ce qui est amer devient astringent, ce qui est sucré devient salé, ce qui est salé devient sucré. Avec la mastication. Et il faut que ça reste léger. Pas chercher à être en bonne santé pour l'alimentation, c'est complètement un mythe. Il n'y a rien à se culpabiliser quand vous mangez des choses inappropriées. Il n'y a rien à s'exalter comme les gens qui se mettent à manger que des jus, ou ceci ou cela, s'imaginant devenir immortel. Une exploration comme le reste. Mais il ne faut pas la vie de manière fantasmagorique. Il n'y a rien à espérer de ça. La santé n'est pas liée à l'alimentation en tant que telle. Ça participe, mais on peut avoir une santé florissante et nourrir très très mal et nourrir extrêmement bien et avoir une fin de vie rapide. Donc, pas d'imaginaire. Une résonance, au plus ça vous intéresse, au plus vous allez avoir une forme d'intelligence. La mastication, c'est une clé très importante, c'est la clé essentielle. Faites comment vous vous sentez. Il faudrait idéalement, après un repas, pas se sentir plein, mais se sentir disponible. Parce que la digestion amène une grosse période d'énergie qui n'est pas disponible à au questionnement spirituel, au questionnement profond. Et voyez comment vous fonctionnez, affectueusement. Voyez si vous préparez votre repas, vous ne pouvez pas le manger, comment ça fonctionne pour vous. Mais pas en faire un sujet essentiel. Ce que je constate, c'est qu'il y a peu de disponibilité pour les goûts, pour les couleurs, pour la mastication. Il y a un besoin de se sentir rempli. Et ça laisse, je constate que ça laisse peu de place pour une approche plus fine, plus, de nouveau, c'est jugement de valeur. Mais... Vous constatez ça, c'est ça qui est important. Cette constatation sans commentaire, sans imaginer votre vie être différent, va faire son chemin. Et si vous regrettez d'être comme ça, si vous espérez être différent, vous allez toujours rester dans le même circuit. Vous pouvez totalement accepter votre fonctionnement. C'est uniquement là que quelque chose peut bouger. C'est pas défini pour la vie, votre fonctionnement dans l'instant est comme ça, mais demain tout peut changer. Mais ça peut changer si vous l'acceptez totalement. Et si vous voulez changer, en disant vous voudrez encore changer. Il n'y a rien à changer. Si ça ne change pas, c'est qu'il y a encore une volonté que ça change. C'est qu'il y a un espoir. Un élément idéologique, ce serait mieux si ça changeait. Pourquoi ce serait mieux? Un imaginaire.
Il y a des tas de gens qui mangent éminemment bien, qui sont dans un état pitoyable. Pas rentrer dans cet imaginaire-là. Ça va changer parce que la vie est changement. Il y a des tas de choses qui vous stimulaient il y a 10 ans, lui ça ne vous stimule plus. Il y a des aliments ou une forme d'alimentation qui vous stimule encore maintenant, qui dans certainement ne plus vous stimuler. Ça c'est organiquement. À un moment donné, vous avez besoin de mettre du sel, comme ça n'a pas de goût. À un moment donné, il n'y a plus besoin de mettre du sel, ça a du goût. C'est pas une décision. Il y en a qui ont besoin de faire des sauces, qui mangent quelque chose, de faire revenir, de mettre des épices. Vous n'avez pas besoin. Une carotte a son propre goût. Je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin de sauce. Je n'ai pas besoin d'assaisonnement. L'assaisonnement, c'est une forme d'insulte aux légumes, à la céréale. Tout ça va se faire naturellement. Alors des fois, vous pouvez participer. Donnez la chance, une fois, de manger une céréale sans rien fabriquer dessus. Mettez du riz à tremper le soir. Le matin, vous jetez l'eau, nettoyez le riz. À midi, mangez 2-3 cuillères de ce riz. Rentrez pas dans la quantité bourgeoise de mettre de l'huile, de mettre du sel, de mettre un assaisonnement. Comme les bourgeois malheureux qui ont besoin de goût, qui sont incapables de sentir le goût du riz. Le riz a son propre goût. On goûtait des fois le riz comme ça, goûter des fois le quinoa comme ça, goûter le sarrasin comme ça. Goûter les légumes comme ça. Pas comme les malheureux qui ont besoin de tout cuire. Alors s'ils n'ont plus de dents, on peut les comprendre. Mais quand on a encore des dents, on n'est pas encore un vieillard famélique, on peut mâcher les aliments. Pas besoin de les râper, pas besoin de prendre des carottes râpées comme les bourgeois. On peut mordre une carotte, non? Très différent. Donc petit à petit, vous allez explorer ces éléments-là. Et pour ça, il faut se débarrasser de la fantaisie du passé. Il y en a des gens qui disent encore, mais ma mère faisait comme ça, et alors? Ma grand-mère faisait comme ça, et alors? On se rend compte de ces choses-là. Donc il faut explorer, mais par amour, par affection, pas par curiosité. Eric, pourquoi parler de malheureux et de bourgeois? C'est des images. Jugeant quand même. On peut le prendre comme ça. Mais ce n'est pas mon cas. Un peu dans le même ordre de questions que la nourriture, pour moi, dans la respiration, quand je porte mon attention sur la respiration, parfois ici quand on pratique avec les pauses inspiratoires-expiratoires, mais à d'autres moments, ça rajoute une tension interne et ça empire plutôt que de relâcher, comme lorsque je porte mon attention sur le genou et que je sens que l'image que j'ai du genou s'en va. Mais au niveau respiratoire, c'est inverse. Et par contre, lorsque j'y porte moins mon attention, c'est là qu'elle se régularise plus, que le diaphragme est moins tendu, qu'il y a moins d'affolement, moins de tension interne. Est-ce qu'il y a une réponse, une idée de ce côté-là? On va dire momentanément, on met de côté l'exploration respiratoire, au niveau encore plus intensément la tactilité du corps, et puis des fois essayer de revenir parce que le corps et la respiration sont une seule chose.
pouvez très bien sentir un point tendu, centre tendu. Vous pouvez très bien sentir une expiration, centre tendu. Utilisez plus d'images, une grande vague qui monte, une grande vague qui descend, mais même si ça crée une tension, arrêtez. Vous êtes très pragmatique. Ce qui est juste pour l'un, il faut pour l'autre. C'est pour vous la moindre, pour l'instant, image crée une tension. Vous n'en occupez plus d'un certain temps, mais revenez. Il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas ressentir une inspire, une expire sans tension. Je ne sais pas, j'y mets plus de charge psychologique que dans mon genou, comme je disais auparavant. Vraisemblablement, mais le pourquoi, encore une fois, peu important au niveau pédagogique. Mettez l'accent sur ce que vous sentez vraiment fonctionnel pour vous, la sensibilité du corps, la radiation, bouger dans un espace, sentir la résistance de l'air, peu importe ce qui vous touche. Et puis des fois, voyez que sans le niveau respiratoire. Peut-être pour vous, il faut évoquer plus l'espace. Visualisez un très très gros pot devant vous et sentez de remplir, de vider le pot peut-être. Peut-être l'espace suffit. Vous léchez les murs. En inspirant, vous remplissez jusqu'au plafond. Videz l'espace. Ou peut-être au contraire, ça va amener une tension. Non, mais en général, c'est vrai que c'est plus facile pour moi ça que les pauses dont on parlait cet après-midi. Alors, donnez-vous l'élément spatial, c'est beaucoup plus important. Ce qu'on a vu cet après-midi, c'est un peu une introduction, mais l'élément spatial est beaucoup plus important. Vous avez raison, cet élément peut amener une forme de densification du corps. Si vous sentez l'espace, uniquement quand vous inspirez, vraiment remplissez l'espace, et quand vous expirez, vraiment couchez-vous sur le sol. Ça suffit. Vous allez voir que naturellement, après l'inspire, il y a un instant de place, on ne le sent même pas, c'est là comme ça. Et après l'expire, il y a un espace de vide, mais c'est pas dans le temps, donc on ne temporise pas. Ensuite, il y a une inspire. Tenez-vous à ces espaces. Oubliez le filtrage, oubliez cette localisation. Par curiosité, vous pouvez dans quelques temps revoir pour voir si ça n'a pas bougé. Mais l'élément spatial est beaucoup plus important. Vous parliez d'être disponible, c'est vraiment la clé. Des fois, je trouve que la disponibilité, c'est difficile. Par exemple, pour beaucoup de femmes, on est maman, on travaille, on a le mari, les enfants, la maison, enfin tout ça. Et je trouve que c'est difficile des fois d'arriver à faire de la place, être disponible, alors qu'on est demandé à plusieurs places en même temps, quoi. Peut-être un conseil, peut-être les mamans. C'est plus facile d'être pas disponible? C'est une question bien. Voilà, je sais pas en fait, c'est un peu toujours dans l'urgence. Enfin, moi en tout cas, ce que je ressens, c'est que des fois, j'arrive pas à être disponible et que je suis dans l'urgence, quoi. Et puis ça nerveusement, ça me fatigue. Hein. Bien sûr, que vous soyez disponible à cette urgence. Vous avez bien le droit d'être dans l'urgence. On ne vous demande pas d'avoir des moments de disponibilité. On vous demande simplement d'être de plus en plus intime à votre fonctionnement. Vous vous rendez compte que vous n'êtes pas disponible, c'est ça qui est important, c'est ça la disponibilité. Vous comprenez bien, vous n'êtes pas disponible des fois, c'est comme ça. Comme il y a le corps étendu, comme il y a réaction, comme il y a intention. Donc vous faites connaissance avec toutes ces choses-là. Mais pratiquement parler pour vous, peut-être si une ou deux fois dans la journée, vous donnez quelques instants de, pas pour être disponible, mais de sentir à quel point vous n'êtes pas disponible. Il y a sûrement des petits moments, votre mari, l'enfant, le chien, la maison, tout est. Vous avez fait ce que vous avez à faire, et quelques minutes avant de faire encore ce que vous devez faire. Donc asseyez-vous sur
sur la chaise, sur un fauteuil confortable, et c'est fini, le passé c'est fini, pas s'en occuper. Le futur, c'est pas encore là, c'est pas le moment. Donc qu'est-ce que vous avez entre le passé et le futur? Il y a une présence, une intensité, votre corps va apparaître. Sentez votre corps, vos cuisses sur la chaise, vos fesses, le dos, les omoplates, les bras qui sont déposés sur les jambes sont déposés sur le contact des pieds. Laissez-vous la sensation du corps. Est-ce que la chaise est dure? Est-ce qu'elle est molle? Est-ce qu'elle est souple? Est-ce qu'elle est plutôt sèche, plutôt humide, plutôt chaude, plutôt froide? Plutôt râpeuse, plutôt gluante? Sentir vos chaussures, votre pantalon, votre pullover, vos bijoux, votre coiffure, votre nez, vos joues, vos lèvres. Donc faites connaissance avec ce qu'il y a là. Passez 2-3 minutes, ça suffit. Et il n'y a pas grand-chose au début. Mais essayez de faire ça 1 fois ou 2 par jour. Puis vous n'êtes pas arrivé dans la journée, faites-le quand vous êtes couché, tôt ou tard votre mari dort. 1 ou 2 minutes, sentir le matelas, sentir le drap dessous, sentir le drap dessus. C'est quoi? C'est du lin, c'est du métis, c'est du coton, c'est du synthétique, c'est de la rayonne. Sentez. C'est plutôt chaud, c'est plutôt froid, sentez. Le drap dessus, sentez la pression, sentez. Qu'est-ce qui est au milieu? C'est plutôt chaud, plutôt dense, plutôt tendu, sentez. Le visage. Alors, vous allez voir, au début, c'est pas grand-chose, mais très vite, vous allez voir une rapidité qui va se faire, et vous allez pouvoir laisser émerger cette sensation non pensée du corps. Vous ne cherchez rien à faire, vous ne cherchez pas à détendre, vous cherchez uniquement de vous laisser faire. Et vous allez avoir ces petits moments, ça va jouer sur votre vie. Ensuite, de nouveau, courez, faites ce que vous avez à faire. Mais il ne s'agit même pas d'être conscient. Être conscient, c'est encore une forme de tension. Mais vous êtes naturellement conscient. Il n'y a rien à faire pour ça. Donc, ne changez rien dans votre vie, mais à un moment de la journée, à un moment le soir, en vous couchant, juste quelques instants sans rien fabriquer. Ne vous occupez pas de demain, ne vous occupez pas de ce qui s'est passé aujourd'hui. Simplement sentir ce qui est là. Sentir ce qui est tendu, ce qui est vacant, votre hanche, le dos, le visage, laissez venir. Simplement par respect finalement pour ce qui est là. Et vous verrez ce que ça donne. Il me semble que parfois beaucoup de prétention à prétendre peut-être vivre dans cette intensité alors que c'est simplement une vie confortable et on prétend peut-être au-delà de certains imaginaires, de certains événements que la vie nous amène. C'est difficile d'avoir le discernement entre d'être vraiment libre de certains imaginaires ou pas. Quand vous pensez que vous êtes libre de quelque chose, c'est le signe que vous ne l'êtes pas. Ça part d'une part. Parce que quand vous êtes libre de quelque chose, vous ne le savez pas. Si vous le savez, c'est que vous ne l'êtes pas, que vous le portez encore en vous. Comme quand les gens, vous rencontrez des fois des gens qui vous disent « Non, j'ai compris, je n'ai jamais pu tomber amoureux. » C'est très bien, dans 2 mois, 1 mois, ils sont amoureux. C'est toujours comme ça. Quand je sais que je ne peux plus tomber amoureux, je suis déjà en train de retomber amoureux. Quand quelqu'un vous dit, voilà, moi j'ai plus peur de ça, vous savez très bien que cette peur va revenir. Quand vous n'avez plus peur de quelque chose, la peur vous a quitté. Quand la peur vous a quitté, c'est fini, il n'y a pas de mémoire. Quand vous vous rappelez que vous n'avez plus peur de quelque chose, ça veut dire que vous avez encore peur potentiellement. La seule exception, c'est si quelqu'un va faire votre biographie et vous fait raconter votre vie, vous racontez un événement qui s'est passé cet après-midi, vous vous rendez compte qu'avant cet événement nous aurait fait peur, avant cet événement nous aurait traumatisé, alors cet après-midi, où il y a 2 jours, l'événement était ce qu'il était.
Il ne s'est rien passé pour vous, affectivement. Quelqu'un vous a traité d'imbécile, ou quelqu'un vous a félicité, ou quelqu'un vous a dit qu'il vous aimait, ou quelqu'un vous a dit qu'il vous aimait plus. Et avant, cet événement aurait été exaltant, traumatisant pour vous, et vous vous rendez compte que vous avez écouté l'événement. Mais ça s'est arrêté là. Il ne s'est rien passé affectivement pour vous. Celui qui projette l'amour sur vous, celui qui projette la haine sur vous, a bien le droit de le faire, mais il ne s'est passé rien pour vous. Donc vous vous rendez compte après qu'avant, cet événement vous aurait affecté. Mais si vous faites comme le malheureux, on ne va pas le nommer, un très grand sage, le plus grand sage actuel de l'Amérique, qui a brillamment décrit une situation où il se trouve dans un bar et il voit une situation affective, etc. Il s'est dit, ah, mais je suis content de m'en être libre, parce que je ne suis plus comme ça. Ça prouve sa totale misère intérieure. Quand vous n'êtes plus comme quelque chose, vous ne le savez pas, écoute de l'environnement, vous ne revenez pas constamment à vous regarder. Donc, on ne peut pas être libre de quelque chose. Ce qui est important, c'est de voir ce dont je ne suis pas libre. Quand je vois ce dont je ne suis pas libre, c'est ça l'écoute dont on parle. Maître Eckhart dit très clairement qu'on ne peut pas atteindre un degré d'humilité dont on ne puisse pas être plus humble que ça. Donc l'humilité est sans limite. Il n'y aura jamais personne d'humble. L'humilité, c'est quoi? C'est voir mon arrogance à chaque instant. Ça, c'est possible. Donc je vois mon arrogance. Voilà, c'est ça l'humilité. Il n'y a jamais de place pour être humble. Donc il n'y a jamais d'appropriation possible. On ne peut pas être libre. On veut uniquement voir ce dont on n'est pas libre. Et ça suffit. Quand vous voyez profondément ce dont vous n'êtes pas libre, c'est ça la liberté. Il n'y en a pas d'autre. Il faut comprendre la perspective. S'il y a une dernière question. Comment éviter l'épuisement physique et mental? J'ai mal entendu le début de la question. Comment éviter l'épuisement physique et mental? En voyant notre fonctionnement, l'épuisement physique et mental vient d'un espoir. Et cet espoir amène toujours un désespoir. Arrêtez d'espérer. Arrêtez d'attendre. Toute l'énergie se projette vers cet espoir. Peut-être ça va marcher. Peut-être ça c'est bien, peut-être cet homme, peut-être cette femme, peut-être cet enseignement, peut-être ce voyage, peut-être cette manière de vivre, cette manière de manger, cette manière de penser, peut-être. Pas peut-être, ça amène certainement un désespoir, certainement une fatigue. Il n'y a rien à attendre. La vie c'est maintenant, c'est pas demain. Il n'y a pas le temps d'attendre demain. La vie est trop courte. Ça n'attend pas, c'est maintenant l'intensité. C'est maintenant que vous devez être comblé. Faites pas confiance au futur. Le futur c'est bidon, le futur c'est une invention des hommes politiques. Ça ne marche pas. Il n'y a rien demain. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Ça vaut rien ce qu'il y a maintenant? Votre ressenti, ça vaut rien? Vous croyez que vous êtes si misérable qu'il faut un futur? Vous croyez que vous êtes si pauvre qu'il faut vous enrichir?
Vous avez besoin de connaissances, vous avez besoin de vous approprier. Vous négligez ce que vous êtes. Ce que vous êtes, c'est l'essentiel. La richesse que vous cherchez, c'est la vôtre. Il n'y en a pas d'autre. La tranquillité que vous recherchez, c'est la vôtre, il n'y en a pas d'autre. Vous n'avez pas besoin d'acquérir quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin de transmettre quoi que ce soit. Tout cela, vous l'êtes. Vous êtes assis sur un tas d'or et vous regardez un mendier. Non, vous avez tout ce qui est nécessaire. Uniquement pour l'instant, pour regarder vers l'extérieur, et vous négligez sur quoi vous êtes assis. Alors, tant qu'il y a un espoir, il y aura désespoir, il y aura fatigue. Vous utilisez toute votre énergie mentale, votre intelligence, votre vitalité, votre corps pour arriver à quelque chose. Donc vous brûlez votre corps, vous brûlez votre psychisme. Vous n'allez plus rien brûler. Quelle est la sensation du corps maintenant? Pas demain, non, maintenant. Pas le corps transformé par le yoga, pas le corps imaginaire, non, maintenant. La fatigue maintenant. La tension maintenant. Votre visage maintenant. Vos joues, vos lèvres, vos narines, vos oreilles. Votre front, votre poitrine, votre ventre, vos cuisses, vos mains, votre dos, maintenant. Là, il y a la richesse. Donc quand vous vous couchez, couchez-vous avec ça. Ne couchez pas avec un nouvel amant, ne couchez pas avec un nouveau projet, ne couchez pas avec un nouvel espoir. Couchez-vous intimement. Et même si un amant, c'est pas grave. Il va y avoir cette même intimité. Tout à la main d'or. Ressentez le corps. Ressentez la fatigue. Ressentez le visage. C'est vraiment très très tactile. On ne peut pas penser et sentir à la fois. Donc restez sur le ressenti du corps. Le drap, dessus, dessous. Votre visage. Très important le visage. Les lèvres, les dents, la langue, le palais, les oreilles, les narines. Tout ce que vous prenez pour normal, pour habituel. Et c'est extraordinaire, c'est ce ressenti. Vous ne devez pas mourir avant d'avoir senti tout ça. Un jour, tout ça va vous quitter. Vous devez explorer ça avant de partir. Dans cette intensité. Vous allez voir le corps, les tensions vont apparaître, les pulsations vont apparaître, les radiations vont apparaître. Tout ça va se déposer, et se dilater, et se déposer. Une immense vibration, l'énergie va venir. Vous allez déposer le corps dans cette vibration. Vraiment comme on dépose, quand vous faites de la planche sur une mer salée, vous déposez le corps. Vous allez déposer le corps dans cette vibration. À ce moment-là, vous avez le sommeil va être très réparateur. C'est plus un sommeil avec rêve d'accomplir tel ceci, donc peur de ne pas accomplir cela, donc fatigue au réveil. Le sommeil va devenir beaucoup plus court. Si vous endormez sans espoir, sans futur, le sommeil est très court. Vous allez vous réveiller pas mal en bonne forme. Petit à petit, il y a une régénération qui va se faire du corps. Mais tant qu'il y a espoir, il y a désespoir. Vous êtes intelligente, vous croyez plus à ce que vous croyez. Sur un certain point, vous croyez encore, mais vous savez très bien que c'est pareil. Il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a pas d'homme extraordinaire, il n'y a pas de tradition extraordinaire, il n'y a pas de yoga extraordinaire, il n'y a pas de pays extraordinaire, il n'y a pas de gouvernement extraordinaire, il n'y a pas de voiture extraordinaire. Tout ça, c'est l'imaginaire. C'est la petite fille qui refuse de regarder. Il n'y a pas de poupée extraordinaire. C'est que du plastique. Vous voyez encore, quand il y a un coup de dynamique, il faut vraiment émerveillé de ce morceau de plastique. Et quand vous revenez au ressenti, vous oubliez la voiture, vous oubliez l'homme, la femme, le futur,
la tradition et vous revenez au ressenti du corps. Les pieds, les jambes, les mollets, les cuisses, les fesses, le ventre, le diaphragme, la poitrine, les clavicules, les épaules, les aisselles, la tête, les narines, les yeux, les lèvres, les joues, laissez venir. Uniquement faire connaissance, ce qui est tendu, ce qui est vacant, ce qui est contracté, ce qui est en expansion, ce qui est fixe, ce qui est mouvement. Comme quand vous avez pris une drogue, et ce mélange, ça monte, ça descend, ça va en arrière. Vous laissez vraiment faire. Et vous allez voir, petit à petit, le corps va se défatiguer. Le psychisme va se défatiguer. À ce moment-là, quand on va venir la fantaisie, peut-être cet homme, peut-être cette femme, peut-être ce chien, peut-être ce voyage, peut-être cette tradition, peut-être ce gourou, peut-être cette manière de manger, peut-être n'importe quoi, c'est tout la même chose. C'est une projection. Très vite, vous allez voir, ça va tomber comme le reste. Ça n'empêche pas la vie. Vous vivez comme vous vivez, c'est pas important. Avec de l'argent, sans argent. Peu importe comment on vit, seul, accompagné, et alors, le problème n'est pas là. Vous n'allez pas toucher à votre vie. Changez rien dans votre vie, mais tout va changer. S'il n'y a plus d'espoir. Et vous allez voir, quand l'espoir vous quitte, le désespoir vous quitte, puis le remords vous quitte, le regret vous quitte, votre rien à regretter. Vous êtes exactement comme vous pouviez être. Ce que vous avez fait, vous ne pouviez pas ne pas le faire. Ce que vous n'avez pas fait, vous ne pouviez pas le faire. Il n'y a rien à regretter dans la vie. Le passé, c'est fini, c'est mort, ça n'existe plus. Le futur, c'est de l'imaginaire, c'est une projection infantile. Il reste le présent. Mais le présent, ça n'existe pas. On ne va pas penser le présent. Le présent est présence, ressenti. D'ailleurs, de plus en plus, ce ressenti va devenir vivant et va complètement éliminer la fantaisie d'imaginer d'un futur et d'un passé. Le passé, c'est fini, il n'y a pas à porter votre passé, c'est mort. Tout ce qui vous est arrivé, vous deviez le vivre. La preuve, vous l'avez vécu. Mais c'est fini maintenant. Tous les caresses que vous avez reçus, tous les coups que vous avez reçus, c'est fini. Il n'y a rien à porter. Laissez votre passé. Imaginez pas votre futur. Et voyez cette intensité. Là, vous allez voir une régénération qui va se faire très vite, votre corps, votre psychisme. Devenir élastique, disponible. Ensuite, vos capacités propres sont ce qu'elles sont. Votre manière de vivre est ce qu'elle est. Il n'y a pas de hiérarchie dans la vie. Mais tant qu'il y a espoir, il y a désespoir. Il y a lutte, il y a fatigue. La vie est pas une lutte, une découverte, une exploration d'instant en instant. Il n'y a pas de réussite dans la vie. Il n'y a pas d'échec non plus. L'échec et la réussite sont des imaginaires bourgeois. Il n'y a pas une telle chose. Il y a intensité. Quand vous jouez aux dames, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de réussite. Il faut bien que quelqu'un gagne, quelqu'un perde. Pour la beauté du jeu. Ce qui compte, c'est le jeu. Donc vous allez quitter complètement cet imaginaire de réussite ou d'échec. Et là, il y a une détente qui va se faire, une tranquillité va se faire. Et tant qu'à cette fantaisie, vous pouvez réussir quelque chose, il y a la peur, vous pouvez rater quelque chose. Alors là, il y a usure du corps du psychisme. Bonsoir.